La journée est terminée. Presque. Le chantier est fini et les clients sont partis. Mais il reste tout le reste. Les devis, les factures, les mails, les outils numériques censés faire gagner du temps quand on sait par où commencer. Si le numérique peut devenir un allié plutôt qu'une contrainte, c'est parce que quelqu'un a pris le temps d'écouter le terrain, de comprendre les freins et de repenser la manière d'accompagner. Je vous présente Pamela Fontaine. Bonjour à tous. Cette scène, je l'ai vue des dizaines de fois et c'est tout le sujet de ma thèse. Cette présentation s'intitule « Du clic au déclic ». Ce titre résume l'enjeu central de mon travail. Le clic renvoie à l'action technique. Utiliser un outil, appuyer sur un bouton, lancer une fonctionnalité. Le déclic renvoie à autre chose, la compréhension, l'appropriation, la confiance. Autrement dit, le clic est un geste, le déclic est un basculement. Et cette distinction est essentielle parce que beaucoup de démarches de transformation numérique échouent non pas faute d'outils, mais faute de déclic. Pendant cette présentation, il ne sera donc pas question de dresser une liste de solutions techniques. L'objectif que je me suis fixé, c'est de vous aider à comprendre pourquoi, dans les petites entreprises, le numérique reste souvent à distance, et surtout, comment créer les conditions pour qu'il devienne réellement utile, accepté et durable. En France, 95% des entreprises sont des TPE ou des PME. Ce sont des structures petites par la taille, mais centrales par leur rôle économique. Pourtant, une grande partie d'entre elles restent en marge de la transformation numérique. Ce décalage est souvent interprété comme une résistance au changement. En réalité, mes recherches démontrent qu'il s'explique surtout par des conditions concrètes dans lesquelles ces entreprises évoluent. Dans une TPE, il n'y a généralement ni service informatique, ni responsable de la transformation digitale, ni temps dédié à l'apprentissage. Le dirigeant cumule les rôles. Il gère la production, les clients, l'administratif, les imprévus. Dans ce contexte, le numérique est rarement perçu comme une solution immédiate. Il est souvent vécu comme une charge supplémentaire, abstraite, difficile à prioriser. La première partie de mon travail repose sur l'observation du terrain, dirigeants de TPE, artisans, commerçants. Des profils très différents, mais confrontés aux mêmes questions quotidiennes. Des discussions que j'ai pu avoir sur le terrain, je retiens 3 phrases. La première phrase, elle sait que l'IA peut l'aider, mais elle ne sait pas par où commencer. Cela exprime un décalage fréquent. L'outil est identifié, le potentiel est perçu. Mais l'entrée reste floue. Deuxième phrase, son métier passe avant le numérique, qu'il subit plus qu'il ne choisit. Ici, le numérique arrive après l'urgence. Il n'est pas intégré comme un levier, mais vécu comme une contrainte supplémentaire. Troisième phrase, elle ne veut pas changer un quotidien qui fonctionne. Ce n'est pas un refus du progrès, c'est une logique de protection. Quand un équilibre est fragile, le risque perçu pèse plus que le bénéfice potentiel. Ces portraits montrent que le blocage n'est pas idéologique, il est contextuel. À partir de ce constat, la problématique de thèse est la suivante. Comment concevoir et mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques et technologiques adaptés pour favoriser l'acculturation numérique et l'adoption progressive de l'intelligence artificielle dans les PME, TPE et structures artisanales. Dit plus simplement, comment aider les petites structures à s'approprier le numérique sans les formater. L'ensemble de ma démarche méthodologique s'inscrit dans cette tension entre exigence et adaptation. Les études comme les observations de terrain convergent vers un même constat. Les principaux freins ne sont pas techniques, ils sont humains, organisationnels, culturels. Premier frein, la peur de mal faire, cliquer au mauvais endroit, perdre des données, ne pas savoir revenir en arrière. Deuxième frein, le manque de temps. Dans les TPE, le numérique entre en concurrence avec l'urgence quotidienne. Difficile de dégager des créneaux pour apprendre, tester ou explorer. Quand le temps manque, l'expérimentation devient un luxe. Troisième frein, une utilité perçue insuffisante. Le sentiment que le numérique n'apporterait pas assez de valeur, pas assez de bénéfices visibles. Sans utilité immédiatement perceptible, l'outil reste abstrait. Quatrième frein, les expériences déceptives. Un outil mal choisi, une formation inadaptée, une promesse non tenue. Ces expériences laissent une trace durable.
5e frein, l'isolement. Dans beaucoup de petites structures, une seule personne porte le sujet numérique, sans accompagnement, sans relais. La peur de mal faire, le manque de temps, une utilité perçue insuffisante, les expériences déceptives, l'isolement, tout cela produit un effet cumulatif. Le numérique n'est plus perçu comme un levier, il devient un risque. On peut le résumer simplement. Le premier obstacle n'est pas la complexité des outils, c'est la perte de confiance. Sur le terrain, il n'existe pas un utilisateur type, il existe des postures. 4 profils reviennent de manière récurrente. Les identifier m'a permis de comprendre pourquoi une approche unique échoue presque toujours. Premier profil, le pragmatique débordé. Il ne remet pas en cause l'intérêt du numérique, il remet en cause sa capacité à l'intégrer dans un quotidien saturé. Son critère est simple. Est-ce que cela me fait gagner du temps rapidement? Les discours stratégiques ne l'atteignent pas. En revanche, une solution qui réduit le temps passé sur les devis ou la facturation retient immédiatement son attention. Ce profil n'a pas besoin d'être convaincu, il a besoin de résultats visibles. Deuxième profil, le curieux prudent. Il est intéressé, mais inquiet. Il veut comprendre, mais il a peur de se tromper. Il craint de faire une erreur irréversible. Il progresse lorsqu'on lui explique le pourquoi avant le comment. Sans cadre rassurant, sa curiosité se transforme en retrait. Ce profil a besoin de confiance pédagogique avant d'agir. Troisième profil, l'autodidacte connecté. Il expérimente beaucoup. Outils, IA, automatisation, souvent seul, sans méthode, sans structuration. Les usages s'accumulent sans se consolider. Il sait faire, mais sans toujours comprendre, ni pouvoir reproduire. Sans accompagnement, l'expérimentation devient dispersion, puis fatigue. Quatrième profil, le réticent fatigué. Il a déjà essayé, mais ça ne s'est pas bien passé. Outils mal adaptés, formation trop théorique, accompagnement absent. Chaque nouvelle proposition est vécue comme une injonction de plus. Chez lui, le déclic ne viendra jamais d'un discours. Il ne peut venir que d'une expérience simple, réussie, réparatrice. Ces profils ne sont pas figés, mais ils permettent d'adapter l'accompagnement au point de départ réel. Face à cette diversité, une conclusion s'impose. On ne peut pas accompagner tout le monde de la même manière. C'est ce qui conduit à un principe central, former sans formater. Former sans formater, ce n'est pas renoncer à l'exigence, c'est refuser l'uniformisation. Cela signifie respecter les rythmes, partir des usages réels, valoriser les petits pas. La réussite ne se mesure pas au nombre d'outils utilisés, mais à la capacité à les utiliser seuls, durablement. Mon véritable enjeu n'est pas d'imposer des outils, mais de créer les conditions du déclic. La transformation numérique réussie est une évolution culturelle et pédagogique. Elle s'adapte au métier et non l'inverse. Former ici, ce n'est pas une fin en soi, c'est un levier d'émancipation. Voici la pédagogie que je propose de mettre en place. La première étape, susciter l'intérêt. Toujours partir d'un problème métier réel. Deuxième étape, obtenir des quick wins. Un résultat rapide, visible, mesurable. Troisième étape, structurer la montée en compétences. Apprendre en faisant, puis refaire. Quatrième étape, consolider, autonomiser. Le suivi à J+30 est souvent plus efficace qu'une formation longue mais isolée. C'est ce passage qui transforme l'expérimentation en compétence. Une erreur fréquente consiste à multiplier les outils. Chaque outil en plus ajoute des décisions, des notifications, de la charge mentale. Selon moi, la sobriété applicative est une condition clé de réussite. Choisir peu, mais choisir utile. La maturité numérique ne se mesure pas à l'empilement. Elle se mesure à la stabilité des usages. Cette slide marque un changement important dans le raisonnement. Après avoir identifié les freins humains, il s'agit maintenant de comprendre comment la technologie peut devenir un levier et non un obstacle. L'enjeu n'est pas de présenter des outils, l'enjeu est de montrer comment certaines technologies, lorsqu'elles sont bien choisies ou bien accompagnées, peuvent lever des freins très concrets. Ma boîte à outils repose sur un principe central, la sobriété applicative. Cela signifie choisir peu, mais choisir utile. Des solutions accessibles, progressives et orientées usage. 4 briques structurent mon approche. La première brique est l'intelligence artificielle. Elle est souvent perçue comme complexe, voire anxiogène. Dans mon travail, je l'aborde différemment, non comme une technologie de rupture, mais comme un assistant du quotidien. Rédiger plus vite, synthétiser des informations, clarifier un message, structurer une idée. L'IA agit ici comme un amplificateur de capacités existantes. Elle ne remplace pas le métier, elle le soutient.
C'est précisément pour cela qu'elle constitue un point d'entrée pertinent. Elle produit un bénéfice immédiat, visible, sans nécessiter un apprentissage long. À ce titre, elle répond directement à deux freins majeurs, le manque de temps et l'utilité perçue insuffisante. Lorsque le bénéfice est immédiat, le rapport au numérique change. Le clic devient acceptable et le déclic devient possible. Ma deuxième brique repose sur les solutions SaaS, des outils en ligne, souvent par abonnement, sans installation lourde. Facturation, relations clients, organisation interne. Le SaaS joue un rôle clé dans l'adoption progressive du numérique. Pourquoi? Parce qu'il réduit le risque perçu. L'engagement est limité, la prise en main est rapide, la sortie est possible. Pour les petites structures, cette réversibilité est essentielle. Elle rassure ceux qui ont peur de mal faire. Le SaaS permet de tester sans s'enfermer. Il crée un cadre d'expérimentation sécurisant. Selon moi, c'est un levier fort contre la peur de l'erreur et les expériences déceptives passées. La troisième brique est celle du no-code. Le no-code permet de créer des outils sans savoir coder. Les formulaires, petites applications, automatisation simple. Pour les TPE, le no-code est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de produire des outils, il s'agit de redonner de la maîtrise. Le no-code transforme le rapport à la technologie. L'utilisateur cesse d'être dépendant, il devient acteur. Cette logique est fondamentale dans une démarche d'émancipation numérique. Elle répond directement aux freins de l'isolement. Créer soi-même, même simplement, réduit la dépendance et renforce la confiance. Et enfin, la quatrième brique, c'est l'automatisation. Automatiser ne signifie pas complexifier, cela signifie supprimer les tâches répétitives. Relance, classement, transfert d'informations. Dans les petites structures, ces tâches invisibles consomment du temps et de l'énergie mentale. L'automatisation agit donc directement sur la charge cognitive. Elle libère du temps. Et surtout, elle rend le numérique immédiatement utile. C'est souvent à ce stade que le déclic se produit, quand le numérique fait réellement gagner du temps. Ces quatre briques n'ont de sens que si elles sont pensées ensemble. Elles ne constituent pas une stack technologique, elles constituent un parcours d'appropriation. L'outil seul ne produit pas le déclic, c'est l'usage accompagné qui le déclenche. La sobriété applicative n'est donc pas un renoncement technologique, c'est une condition de l'appropriation durable. C'est à ce niveau que la technologie cesse d'être un obstacle et devient un levier d'autonomie. Le passage du clic au déclic ne repose pas sur un acteur isolé. Les dirigeants, les accompagnants, les institutions, chacun a un rôle spécifique. Pour les dirigeants, entrer par les usages concrets, accepter l'expérimentation. Pour les accompagnants, devenir des architectes de la confiance. Pour les institutions, simplifier, rendre lisible, ancrer localement. La transformation numérique des petites entreprises n'est pas un transfert de technologie. C'est un transfert de confiance. Confiance dans sa capacité à comprendre, à tester, à apprendre. Réussir la transformation digitale ne consiste pas à apprendre à cliquer, il s'agit de transformer le clic en déclic et de construire une autonomie numérique durable, en remplaçant l'humain et la pédagogie au cœur du numérique. Avant de passer aux recommandations pour les dirigeants, on va prendre un peu de hauteur. Je m'adresse donc à trois cibles. Trois cibles qui, j'en ai bien conscience, seront très peu disposées à lire les 150 pages de ma thèse. Alors, à leur intention, j'ai créé un site internet qui est bien sûr accessible, optimisé au mobile, du clic-au-déclic.fr, miroir web de mes réflexions, de mes écrits, de mes avancées. Tout le contenu est pour l'instant issu de mes recherches de thèse, mais ça, ce n'est que le début. Mais revenons à nos moutons. Cette troisième partie a donc marqué un basculement important. Après avoir compris pourquoi les TPE ne cliquent pas et avec quel levier le déclic peut se produire, il s'agit maintenant de répondre à une question très simple. Par où commencer concrètement quand on est dirigeant de TPE? C'est une question que m'ont posée presque tous les dirigeants que j'ai interviewés, et c'est souvent celle qui reste sans réponse. Je ne propose donc pas une solution unique. Je propose des points d'entrée différenciés, adaptés aux réalités de terrain. Adopter le numérique ne signifie pas tout changer d'un coup. Cela signifie avancer à son rythme, avec les bons outils au bon moment. Ce principe est fondamental dans les petites structures, parce que le changement brutal produit presque toujours du rejet ou de l'abandon. L'approche proposée ici repose sur un principe simple, réduire l'effort cognitif au moment de l'entrée et multiplier les formats pour s'adapter aux contraintes réelles des dirigeants. Le point d'entrée sera nécessairement le mini-diagnostic.
6 questions, sans prérequis, sans jargon. L'objectif n'est pas d'évaluer un niveau technique, mais de situer un point de départ. Ce mini-diagnostic joue un rôle clé. Il lève l'un des freins majeurs identifiés précédemment, l'incertitude, ne pas savoir par où commencer. En donnant un repère, même simple, on réduit l'anxiété, on rend l'action possible. Un autre enseignement fort du terrain concerne le rapport au temps. Dirigeant de TPE, vous n'avez pas le temps de tout lire, tout regarder, tout explorer. C'est pourquoi le dispositif proposé repose sur une logique de format différencié, non pas pour multiplier le contenu, mais pour vous laisser le choix du mode d'entrée qui aura votre préférence. Vidéo courte ou longue, podcast, BD illustratif, témoignages ou même un coach, et plus tard des tutos. Premier format donc, la vidéo courte. Une vidéo de quelques minutes pour aller à l'essentiel, sans jargon, sans survente. Uniquement les freins, les leviers et les clés du déclic. Ce format s'adresse aux dirigeants qui veulent comprendre vite, sans s'engager immédiatement dans une démarche longue. Ils répondent directement au manque de temps et à l'utilité perçue. Deuxième format, l'audio. Des podcasts très courts ou des formats un peu plus longs selon la disponibilité. L'audio permet une appropriation différente. En mobilité, entre deux rendez-vous, c'est un format particulièrement adapté aux dirigeants très sollicités. Il permet d'amorcer une réflexion sans ajouter une contrainte. Troisième format, la version illustrée. Cette version BD ne vise pas à simplifier le fond, elle vise à simplifier l'accès. Images, situations concrètes, cas inspirés du terrain, ce format joue un rôle très précis. Il permet de se reconnaître, et donc de réduire la distance entre le discours académique et la réalité vécue. À ce stade, une autre question revient souvent. Est-ce que ça marche vraiment ? C'est pour cette raison que les retours d'expérience occupent une place centrale. J'inclus donc des témoignages qui ne mettent pas en avant des transformations spectaculaires, mais qui montrent des gains réels bien que modestes. Du temps gagné, moins de charge mentale, plus de clarté. C'est précisément ce type de résultat qui déclenche le déclic. Et enfin, pour les dirigeants qui auraient des questions précises ou qui ont besoin d'un accompagnement rassurant, mon dispositif intègre un assistant dédié. Je l'ai appelé coach déclic. Il puise ses réponses exclusivement dans ma thèse. Pas d'improvisation, pas de discours marketing, uniquement des réponses fiables issues du terrain. Ce point est essentiel, il répond directement aux freins de l'isolement. Dirigeant, vous n'êtes plus seul face au numérique. Pour conclure cette troisième partie, cette partie sur les dirigeants, il n'existe pas une seule bonne manière de commencer. Il existe des points d'entrée adaptés aux contraintes Il existe des points d'entrée adaptés aux contraintes réelles des dirigeants de TPE. Le rôle du dispositif n'est pas d'imposer un parcours, mais de rendre le premier pas simple, accessible et rassurant. C'est à ce niveau que le clic peut devenir un déclic, et que la transformation numérique cesse d'être un mot d'ordre, pour devenir une pratique possible. Je m'adresse ici aux formateurs, accompagnants, animateurs de réseau et les acteurs de terrain. Celles et ceux qui ont pour mission d'aider les TPE à franchir le pas du numérique. Mon point de départ est volontairement clair. Former ne suffit pas parce que transmettre des contenus ne garantit pas l'appropriation et parce que le déclic ne se décrète pas. Former autrement ne signifie pas former moins. Cela signifie former différemment. Cette vidéo pose un principe fondamental. On ne peut pas forcer les gens à cliquer. Il faut leur donner envie d'essayer. Autrement dit, le rôle du formateur n'est plus seulement de transmettre un savoir, il est de créer les conditions d'une expérience apprenante. Au-delà des outils, ce sont le sens, l'engagement et l'expérience vécue qui déclenchent le déclic. Vous, accompagnants, faites face aux mêmes contraintes que les dirigeants. Manque de temps, multiplicité des publics, pression des résultats. Là encore, une liste de supports destinés à vous accompagner dans votre cheminement. Les podcasts proposés ici ne sont donc pas des contenus théoriques supplémentaires. Ce sont des outils de recul. Des formats courts pour interroger sa posture et des formats plus longs pour approfondir les leviers pédagogiques concrets. Un point revient systématiquement. Ce qui bloque ne se joue pas dans l'outil, mais dans la manière dont on accompagne son appropriation. Le livre blanc ensuite. Il s'adresse à celles et ceux qui conçoivent des parcours, formateurs, responsables pédagogiques, concepteurs de dispositifs. Il ne s'agit pas là d'un résumé de la thèse,
Il s'agit d'une traduction opérationnelle. On y retrouve les freins spécifiques des TPE, les principes d'une pédagogie adaptée et des recommandations concrètes issues du terrain. Ce document joue un rôle clé. Il permet de structurer une pratique sans repartir de zéro. Et surtout, il aide à sortir d'une logique d'empilement de contenu. Former, ce n'est pas tout expliquer, c'est faire naître un déclic. J'ai précisément conçu ces kits pédagogiques dans cette optique. Ils s'adressent aux formateurs et accompagnants qui veulent animer autrement, sans noyer leur public sous les slides ou les fonctionnalités. Ces kits sont une traduction des recommandations émises dans ma thèse en format concret, des supports modulables, des formats éprouvés, des scénarios pédagogiques complets. Une question déclencheuse, un retour d'expérience, une démonstration simple, une projection vers l'action. Tout est pensé et construit pour coller au réel des TPE. Peu de temps, peu de ressources, beaucoup de pragmatisme. Enfin, certains d'entre vous m'ont dit avoir besoin d'un appui ponctuel pour préparer une animation, adapter un contenu, choisir un format pertinent. Coach Déclic a aussi été conçu et entraîné pour ça. Ce n'est pas un expert théorique, c'est un facilitateur que j'ai entraîné à traduire des concepts en actions simples. Il s'appuie exclusivement sur la thèse, du clic au déclic, ma thèse. Pas d'improvisation, pas de discours hors sol, uniquement des réponses fiables ancrées dans le terrain. Pour conclure cette partie dédiée aux formateurs et accompagnants, le numérique ne se transmet pas comme un savoir abstrait, il s'apprivoise par l'expérience. Former autrement, c'est accepter de changer de posture, expliquer moins, faire essayer davantage, démontrer moins, sécuriser davantage. C'est à cette condition que l'accompagnement cesse d'être une injonction et devient un véritable trigger, un déclencheur de changement. Enfin, je m'adresse aux institutions. Collectivités, réseaux consulaires, acteurs publics. Celles et ceux qui conçoivent, financent ou pilotent les dispositifs d'accompagnement numérique. Le point de départ est là encore volontairement clair. Adopter le numérique ne se décrète pas, mais se facilite. En rendant les dispositifs plus humains, plus proches et plus lisibles, c'est précisément ce que le terrain m'a appris. 5 priorités claires émergent de mes observations. 5 leviers d'action qui ne nécessitent pas de complexifier l'existant, mais qui supposent un changement de regard. Je vais les présenter une à une car chacune répond à un frein humain identifié dans cette recherche. La première recommandation, rendre les dispositifs lisibles et accessibles. Aujourd'hui, le problème n'est pas le manque d'aide, c'est l'excès de complexité. Trop de sigles, trop de guichets, trop de discours techniques. Le terrain est clair. Il faut réduire le flou, pas ajouter de l'information. Un guichet unique ou une personne repère fait plus souvent qu'un énième dispositif. Ce qui compte, ce n'est pas ce que ça finance, mais ce que ça change concrètement dans le quotidien des TPE. Deuxième recommandation, miser sur la proximité humaine. Les TPE n'adhèrent pas à des plateformes abstraites, elles adhèrent à des personnes. Ateliers en présentiel, permanence locale, partenariat avec les acteurs connus du territoire, chambres consulaires, tiers-lieux, réseaux locaux. La confiance ne se décrète pas non plus, elle se construit là où les gens sont. Les dispositifs efficaces sont ceux qui s'ancrent dans les relations existantes. Troisième recommandation, soutenir l'expérimentation. Le terrain montre que le déclic ne vient pas d'une formation longue, il vient d'un premier essai réussi. Des formats courts, des tests concrets, la possibilité de se tromper. Essais, erreurs, adaptation, test and learn. C'est ainsi que les usages émergent. Valoriser les idées locales est ici essentiel. Les solutions venues du terrain sont souvent plus pertinentes que celles pensées hors sol. Avancer avec souplesse est plus efficace que chercher la perfection. Quatrième recommandation, faire parler les pairs. Dans les TPE, la parole institutionnelle pèse peu face à l'expérience d'un autre dirigeant. Les ambassadeurs locaux, les témoignages concrets, les communautés d'entraide jouent un rôle clé. Ils permettent l'identification. Il me semble, il a essayé, ça a marché. Ce mécanisme est beaucoup plus puissant que n'importe quelle incitation formelle. Créer ces espaces de parole est donc un levier stratégique. Et enfin, cinquième et dernière recommandation, mesurer autrement. Les indicateurs classiques ne rendent pas compte de la réalité du terrain. Ce qui compte, ce ne sont pas uniquement les taux de participation, ce sont les usages réels. Des petits progrès visibles, une appropriation progressive, une autonomie croissante. La progression doit être ancrée dans le temps, pas dans l'effet d'annonce.
Suivre ce qui compte vraiment permet d'ajuster les dispositifs sans les alourdir. Ces 5 recommandations ne constituent pas un modèle rigide. Je les vois davantage comme un cadre d'action. Ma vidéo de synthèse présente ces leviers en 2 minutes. Elle est conçue pour sensibiliser, lancer une discussion, amorcer un projet. C'est un outil d'alignement, pas une solution clé en main. On revient maintenant au support destiné aux institutions, les podcasts, qui jouent toujours un rôle de complément. Ils permettent de diffuser une culture commune au sein des équipes. Pourquoi la pédagogie compte plus que la technologie? Comment transformer un dispositif en levier d'autonomie? Ces formats courts sont pensés pour être partagés en réunion, en interne, avec des partenaires. Le livre blanc, là encore, qui s'adresse aux décideurs, j'y propose une nouvelle feuille de route pour l'accompagnement des TPE à l'ère de l'IA. Pourquoi les dispositifs actuels n'atteignent pas leur cible? Comment simplifier, rapprocher, expérimenter? Ce document ne propose pas plus de technologie, il propose plus de confiance, plus d'ancrage local et des quick wins visibles. Et enfin, pour accompagner la mise en œuvre, notre super coach déclic, qui va permettre aux institutions de disposer d'un appui immédiat. Pour mémoire, il répond de manière claire, concrète et contextualisée. Comme un collègue expert, toujours disponible, il ne vous remplace pas sur le terrain, il vous outille. Pour conclure cette rubrique dédiée aux institutions, le numérique ne se diffuse pas par injonction, il se diffuse lorsque les conditions sont réunies. Lisibilité, proximité, expérimentation, pair, mesures adaptées. Créer les conditions du déclic, ce n'est pas ajouter des dispositifs, c'est rendre l'existant plus humain, plus accessible et plus efficace. C'est à ce niveau que les politiques publiques peuvent réellement changer la donne. Pour conclure, il faut revenir à mon point de départ. La transformation numérique des petites entreprises, sujet souvent abordé par l'angle des outils. Mon travail montre que cette approche est insuffisante, car le principal obstacle n'est pas technique, il est humain. Les observations de terrain ont mis en évidence un décalage fort entre les solutions proposées et les réalités vécues. Manque de temps, peur de mal faire, expérience déceptive, isolement. Ces freins ne se lèvent pas par injonction, ils se lèvent par la confiance. À travers les formats proposés, les dispositifs expérimentés et les outils développés, dans mes écrits, je recherche à dépasser le cadre académique. Ma thèse, et dorénavant son miroir web, propose une traduction opérationnelle des résultats de mes recherches. Ce changement de posture invite à déplacer le regard, passer du déploiement d'outils à la création de conditions favorables au déclic. Le déclic n'est pas un événement isolé, c'est un processus, fait de petits pas, d'essais accompagnés, de résultats visibles. Ce processus concerne tous les acteurs. Vous, les dirigeants de TPE qui avez besoin de points d'entrée simples et concrets, vous, les formateurs et accompagnants dont le rôle évolue vers la médiation et la facilitation, et enfin vous, les institutions qui avez le pouvoir de rendre les dispositifs plus lisibles, plus proches, plus humains. L'intelligence artificielle, souvent perçue comme une rupture, agit ici comme un révélateur. La question n'est pas ce que la technologie permet, mais ce que les individus se sentent capables d'en faire. La transformation numérique ne se joue pas au moment où l'on clique, elle se joue au moment où l'on ose essayer. Créer les conditions du déclic, c'est redonner aux petites entreprises le pouvoir d'agir. Ce n'est pas un refus du numérique, c'est juste ne pas savoir comment s'y prendre. On ne va pas tout faire ce soir. Juste une chose, celle qui te simplifiera demain. Ce n'est pas un clic de plus, c'est un déclic. C'est ça le vrai numérique utile, celui qui libère du temps, pas qui en vole. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et n'oubliez pas, parfois, un simple automatisme peut déclencher un vrai changement. À bientôt pour de nouveaux déclics. Merci à vous.